Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler du marché du crédit et son rôle dans le portefeuille. Le crédit est une classe d'actifs qui revient au premier plan en ce moment depuis quelques mois, mais comment cette classe d'actifs fonctionne réellement? Quel est son impact et quels risques ça implique le crédit? Donc, pour répondre à ces questions, nous allons accueillir deux spécialistes. Donc, Kemal Omanovic d'Ostrum Asset Management, qui est product spécialiste. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Bonjour. Et Gaël Moreau de Carminia, qui est également product spécialiste sur les produits de crédit. Bonjour Maxime. Avec eux, nous allons aborder les points essentiels pour comprendre et intégrer le crédit dans un portefeuille, comment fonctionne un fonds de crédit, comme je viens de dire, quels sont les risques associés à cette classe d'actifs, le positionnement dans une allocation et les différentes philosophies de gestion, mais aussi les perspectives de marché de façon générale. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en fin de webinaire. Messieurs, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour commencer, pouvez-vous expliquer simplement ce qu'est le marché du crédit et pourquoi il revient au centre du jeu en ce moment? Alors, le marché du crédit, ça va être tout simplement toutes les obligations qui ne sont pas des obligations d'État. Donc, ça va être toutes les financières, donc banques et assurances, plus les émetteurs corporate. Alors, le marché du crédit, c'est un marché qui est extrêmement large. À titre d'exemple, il y a un peu plus de 3 000 milliards de capitalisation sur le marché obligataire investment grade. Ça représente un peu plus de 650 émetteurs et plus de 3 000 lignes dans un fonds obligataire investment grade. Et donc, ce marché-là, c'est un marché qui est extrêmement bien diversifié, puisqu'on va avoir un peu plus d'une trentaine de pays et plus d'une trentaine de secteurs. Donc, c'est un marché qui est extrêmement profond. À titre d'exemple, un marché souverain, c'est plutôt 10 000 milliards d'obligations réparties sur 10 pays. Donc là, on a vraiment une diversification qui est extrêmement large sur le marché du crédit. Et pourquoi est-ce qu'il revient sur le devant de la scène? Alors, le marché du crédit a très bien performé ces dernières années. On a eu des performances de plus de 3% sur l'investment grade depuis le début de l'année, de plus de 5% sur le high yield. Et quand on regarde même sur ces 3 dernières années, on a eu plus de 15% de performances cumulées sur l'investment grade et près de 25% sur le marché du high yield. Donc, ça représente un marché qui se comporte très, très bien ces dernières années, donc qui revient un peu dans le centre du jeu obligataire. Le dernier point, c'est un marché aussi qui a beaucoup collecté. On a eu plus de 30 milliards de collectes sur le marché investment grade au sein du marché obligataire et plus de 9 milliards de collectes sur le marché du high yield. Donc, c'est un marché qui est très porteur, qui est très demandé aujourd'hui par les clients et qui refait du sens dans une allocation globale. Concrètement, comment fonctionne un fonds de crédit? Quel type d'obligation vous sélectionnez et selon quels critères? Oui, tout à fait. Pour prolonger un petit peu le propos de Kemal, avant de parler vraiment de comment on gère un portefeuille crédit, il faut aussi rappeler ce qu'est une obligation. Une obligation, c'est un titre de dette qui est contracté par une entreprise, ce qui peut s'opposer à un titre de propriété qui est commun à une action que l'on achète sur les marchés. Par conséquent, un titre de dette est un contrat qui est formulé entre l'entreprise et le prêteur, dans lequel vont être connus à l'avance les coupons, c'est-à-dire les intérêts qui annuellement vont être perçus, et la date de remboursement à laquelle on va recevoir les capitaux que l'on a prêtés à la société. Ainsi, le métier du gérant d'un portefeuille obligataire diffère de celui d'un métier de gérant d'un portefeuille action, puisqu'on ne va pas vraiment s'intéresser, si vous voulez, à la courbe de croissance d'une entreprise, on va davantage s'intéresser à la solidité de l'entreprise, à sa capacité à faire face justement au paiement des intérêts et justement au remboursement de la dette à maturité. Ainsi, il va être important, lorsqu'on constitue un portefeuille d'obligations d'entreprise, d'uniquement regarder la rémunération que l'on a pour une obligation et le risque que l'on a en face. Donc notre métier n'est pas d'éviter le risque à tout prix, mais le métier de quantifier le risque, c'est-à-dire de savoir ce qui pourrait mal se passer pour une entreprise dans son cycle de vie. Puisque ce qui va nous intéresser, c'est justement la pérennité d'un modèle d'entreprise et sa capacité justement à faire face aux différentes tombées de coupons, à ses obligations, comme pour le mentionner. Ainsi, on va avoir des typicités de portefeuilles qui sont très différents justement des portefeuilles actions. Dans un portefeuille action, généralement, on a des portefeuilles qui sont très concentrés. On va chercher à surpondérer des sociétés pour tirer la quintessence d'une croissance, que ce soit de chiffre d'affaires ou de résultats nets. Dans un portefeuille d'obligations d'entreprise, on va justement chercher à accumuler des obligations de manière à diversifier un portefeuille. Ainsi, il est assez commun qu'un portefeuille dépasse les 200 lignes côté crédit, alors que côté action, on aura plutôt 50 lignes. Et on va justement chercher à aller investir sur des entreprises qui donnent une bonne rémunération ajustée de tous ces risques qui peuvent être inhérents à l'entreprise. Comment gérez-vous le risque de crédit dans un portefeuille
Exactement. Quels sont les risques que l'épargnant doit connaître et comment vous les maîtrisez? Ouais. Alors concrètement, je rebondis sur ce qui vient d'être dit par Gaël, c'est que sur un fonds obligataire, en fait, le principal risque, c'est le risque de défaut. C'est un peu le nerf de la guerre sur le marché obligataire. Ce qu'on veut, c'est pas forcément de trouver des entreprises qui sont forcément en croissance, qui vont avoir des résultats de bénéfices qui augmentent comme sur le marché action, mais ça va vraiment d'éviter les entreprises qui ne vont pas honorer leurs obligations. Donc le risque principal sur un fonds obligataire, c'est vraiment le risque de défaut. Et alors pour ça, comment est-ce qu'on va le gérer? D'une part, on va être extrêmement diversifié. Ça, c'est un point qui est très important. Donc, comme tu le mentionnais, Gaël, avec beaucoup de lignes en portefeuille pour éviter finalement qu'un émetteur qui se comporte mal impacte de manière importante les performances des portefeuilles. Et d'autre part, ça va être d'être très sélectif. C'est pour ça que notamment au sein de notre maison de gestion, on a un peu plus de 22 analystes crédit. Et donc ça va beaucoup nous aider en fait dans la sélection des émetteurs. L'idée étant évidemment d'éviter les émetteurs qui présentent un risque de défaut important. Donc, on va plutôt aller sélectionner des émetteurs pour lesquels on est plutôt confiant sur les maturités sur lesquelles on va investir. Après, il y a évidemment d'autres risques sur un fonds obligataire. Donc, on ne va peut-être pas tous les citer, les risques de contrepartie, les risques de crédit, les risques de marché. Mais il y a un autre risque sur lequel je voulais insister, même deux autres. Ça va être d'une part le risque de taux. C'est vrai que sur ces dernières années, c'est le deuxième principal risque sur un fonds obligataire. On avait tendance plutôt à oublier le risque de taux parce qu'on était plutôt dans des périodes de baisse de taux de la Banque centrale européenne. Et donc, le risque de taux, c'est quand même quelque chose qu'il convient de surveiller de manière assez importante, puisqu'on se souvient peut-être tous de l'année 2022, où la majorité des fonds obligataires avaient fait des performances plutôt négatives. Et ça, c'était en principe principalement expliqué par les taux. On avait, on le rappelle, des hausses de taux assez importantes de la Banque centrale européenne, de moins 0,5 à 4%. Et donc ça avait beaucoup impacté les portefeuilles. Aujourd'hui, c'est moins dans le thème, mais c'est quand même quelque chose qui convient quand même de surveiller, notamment dans les prochaines années. Le dernier aussi que je voulais mentionner, c'est aussi le risque de volatilité de marché, le risque de liquidité. C'est vrai qu'un des principaux risques pour un joueur obligataire, c'est de se retrouver vendeur forcé, donc de devoir vendre des obligations sur le marché quand la liquidité n'est pas assurée. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir des titres qui sont très liquides. Pour ça, on va plutôt sélectionner des émetteurs qui ont des tailles d'émission assez importantes, notamment plus de 150 millions sur le high yield, plus de 300 millions sur l'investment grade. Ça va permettre encore une fois de réduire finalement ces risques de liquidité, mais aussi de pouvoir être assez agile quand il y a de la volatilité. On peut repenser à l'épisode de Liberation Day notamment, où il y avait eu pas mal de volatilité sur les marchés. Il faut pouvoir être très agile, notamment dans ces périodes-là. Donc, si j'ai bien compris, on est vraiment sur autre chose que le marché action, puisqu'on va aller chercher une rémunération qui est connue à l'avance, et ce qu'on craint, c'est de tout simplement pas toucher cette rémunération. Exactement. Donc, on voit une décorrélation, et dans cette décorrélation, qu'est-ce que ça apporte en plus dans un portefeuille, un fonds crédit, un portefeuille d'un de nos clients, par exemple? Une allocation diversifiée est toujours, on va dire, au gré du client, au gré de son appétit au risque. Bien entendu, le potentiel de rémunération, le potentiel de rendement attendu d'une obligation est plus faible que celui d'une action. Toutefois, au travers d'un cycle économique, on a des phases de hausse du marché et des phases de baisse. Comme tu le mentionnais très bien, en effet, le crédit, on a une certaine visibilité qui est attractive. Et comme le mentionnait Kemal également, c'est un marché qui a gagné en attractivité auprès des investisseurs, ce qui fait que dorénavant, on a des marchés qui sont beaucoup plus stables, y compris pour le rendement, que ce qui était le cas lors de la décennie passée. Ainsi, je trouve que le crédit à l'heure actuelle fait particulièrement sens dans un portefeuille, avec une pondération certaine d'ailleurs, pour la simple et bonne raison qu'on le voit encore cette année. On peut avoir des performances qui sont de l'ordre d'environ 3% pour l'investment grade, jusqu'à 5% pour le high yield, voire un peu plus avec une gestion active, comme on essaie de le proposer. Et tout ceci en ayant des budgets de volatilité qui sont très faibles. J'ai mal mentionné le Liberation Day tout à l'heure, où l'impact pour les actions a été assez fort. Si on regarde un indice comme le MSCI World, entre le mois de mars et le mois d'avril, il a abandonné environ 15%. Quand on regarde des indices obligataires, on avait, obligations d'entreprise, on avait des pertes qui étaient comprises entre moins 1 et moins 2% selon la qualité de crédit. Donc, bien entendu, le marché du crédit a peut-être un potentiel un peu moins important dans des phases très haussières du cycle économique. En revanche, il procure une certaine visibilité, ce qui fait particulièrement sens, et surtout à ce moment du cycle où les valorisations sont plutôt serrées. Et j'irai même encore plus loin, c'est-à-dire pour les 12 mois à venir, le crédit, pour moi, a une certaine vertu dans ces moments où on se questionne un petit peu sur les allocations à venir. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand on fait un peu une cartographie des rendements que l'on peut obtenir sur le marché obligataire, si on investit sur l'investment grade, c'est-à-dire toutes les sociétés qui sont notées plus de triple B- par les agences de notation, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, et on a une rémunération qui est d'environ 3,3%.
Sur le high yield, c'est-à-dire une qualité de crédit légèrement inférieure, on est plutôt aux alentours des 5%. Donc c'est un rendement qui est, je pense, une certaine garantie, puisque à 12 mois, ça permet d'amortir déjà des mauvaises surprises qui pourraient intervenir sur le marché. On a également, en effet, un environnement de taux où les banquiers centraux ont une marge de manœuvre afin d'amener plus de liquidité dans l'économie et de baisser les taux si jamais il venait à y avoir un signe noir sur les marchés, une mauvaise surprise économique. Et ça, forcément, les obligations, ça les ferait réagir positivement. Donc définitivement, je pense que le crédit à l'heure actuelle a cette capacité de résilience en plus de fournir un certain rendement à l'avenir. Donc définitivement, dans un portefeuille, il mérite sa place, que l'on ait peu d'appétit pour le risque ou qu'on en a un peu plus. Par rapport aux autres briques d'un portefeuille, comment on intègre un portefeuille crédit? Comment on le regarde vis-à-vis du reste de son allocation? Le crédit, comme je disais, est très différent des actions. Typiquement, dans sa constitution, on va avoir un portefeuille qui est beaucoup plus diversifié, donc on ne va pas regarder forcément les premières lignes, on va plutôt apprécier déjà sa capacité justement à fournir un rendement embarqué important. Ce qu'on va regarder aussi, c'est la capacité des gérants à aller justement dépasser ce rendement embarqué du portefeuille et délivrer un peu plus de performance qu'attendu. Ceci est possible puisqu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de dispersion dans les marchés. Je vais expliquer rapidement le terme de dispersion, c'est-à-dire entre deux émetteurs d'une notation équivalente, on peut avoir des rémunérations qui sont différentes. Et ceci pour plein de bonnes raisons. Kemal le mentionnait tout à l'heure, les marchés obligataires sont très larges. Typiquement, si on va aux États-Unis, on n'a pas moins de 500 000 obligations en circulation pour seulement 8 000 actions. Donc, c'est-à-dire un marché qui est 63 fois plus vaste. Ceci entraîne, si vous voulez, une couverture des titres par les banques d'affaires, par les asset managers et par les investisseurs au sens holistique du terme, qui n'est pas optimale. Donc en réalité, il y a plein d'obligations qui se retrouvent sur le marché, souvent émises par des sociétés peu endettées ou par des sociétés qui évoluent dans des secteurs qui sont un peu moins appréciés des investisseurs, qui se voient obligés de fournir une rémunération qui est supérieure afin de capter justement l'attrait des investisseurs et de pouvoir lever des capitaux. Et nous, notre métier, ça va être justement d'aller générer de l'alpha, donc d'aller générer une performance additionnelle au rendement qu'on annonce, en allant justement investir sur ce type de sociétés qui fournissent un rendement supplémentaire embarqué. Donc voilà, après, c'est vraiment la capacité, j'ai envie de dire, tous les investisseurs sur les fonds crédit, d'aller regarder quels sont les rendements proposés par chaque fonds, d'aller regarder le risque qui est en face, parce que bien entendu, il y a un risque crédit, et surtout d'aller regarder si le gérant, derrière, a cette capacité justement à aller extraire de la valeur ajoutée dans le marché au fil des années. On voit maintenant l'intérêt d'avoir une brique de crédit dans son allocation. Comment on se projette le marché du crédit? Alors, vous avez déjà un petit peu répondu à cette réponse, mais dans les prochains mois, est-ce qu'on imagine qu'il va y avoir une révolution ou pas sur ce marché? Oui, c'est vrai que le marché du crédit, on l'a dit, s'est très bien comporté ces dernières années. Et ce qu'on observe, c'est qu'il s'est encore mieux comporté que les prévisions, puisque finalement, les performances qui ont été délivrées ont été supérieures au taux de rendement actuariel qui était initialement annoncé en début d'année. Et ça s'explique en fait par un resserrement de spread. Alors concrètement, le spread, qu'est-ce que c'est? C'est la prime de risque des obligations crédit par rapport à des obligations d'État notamment. Et donc le spread de crédit, en fait, s'est resserré au cours de l'année, que ce soit sur les marchés investment grade ou à yield. Et ça a permis plutôt des appréciations de capital sur les obligations de crédit. À titre d'exemple, on a eu une vingtaine de points de base de resserrement de spread sur le marché investment grade et un peu plus de 100 points de base au pic le plus bas de resserrement sur le high yield, qui est revenu entre-temps. Donc, globalement, ça nous fait à peu près moins 30 points de base sur le marché du high yield en resserrement de spread. Donc, ça a permis d'avoir des performances supérieures au taux de rendement actuel initialement annoncé. Et donc, une fois qu'on a dit ça, en se projetant sur les années à venir, qu'est-ce qui explique en fait ces resserrements de spread de crédit? C'est que les investisseurs en fait considèrent que le crédit aujourd'hui est moins risqué qu'il ne l'était il y a un an. Pourquoi? Parce que d'une part, on l'a dit, il y a eu beaucoup de flux sur la classe d'actifs. Beaucoup d'investisseurs se sont tournés vers le crédit, et donc ça a eu tendance plutôt à resserrer les niveaux de spread de crédit. Mais d'autre part, et ça c'est un point qui est assez important, c'est que les fondamentaux finalement des émetteurs européens, c'est plutôt apprécié. À titre d'exemple, ce qu'on aime beaucoup regarder, c'est le taux de défaut implicite. Quand on regarde en fait le taux de défaut qui est donné notamment par une agence de notation qui est Moody's, il était de 4,2% sur leur moyenne historique de long terme. Il était de 3,2% sur l'année 2025. Et quand on regarde les projections sur l'année 2026, le taux de défaut est de 2,5%. Donc on a en fait d'une part des taux de défaut qui étaient l'année dernière inférieurs à leur moyenne historique, mais en plus, pour l'année à venir, on a des taux de défaut qui sont attendus encore plus bas. C'est-à-dire qu'on a une trajectoire de réduction des taux de défaut qui est donc vers le bas. Et donc ça, c'est plutôt des fondamentaux qui sont très bons aujourd'hui sur le marché du crédit.
Donc, ça milite plutôt pour une année, encore une fois, comme on dit, une année de portage, c'est-à-dire une année où on va essayer de bénéficier finalement des coupons que nous rapportent les investissements sur le crédit. Donc, on s'attend plutôt à une année, encore une fois, de portage, avec si écartements de spread il y a, un écartement plutôt mesuré et qui arriverait plutôt sur les notations inférieures. On a parlé d'une bonne dispersion finalement sur le marché du crédit. À titre d'exemple, le marché, quand on regarde le marché du high yield, par exemple, donc on disait les notations inférieures à triple B-, le marché des double B, aujourd'hui, à date, il réalise une performance supérieure au marché des simple B, alors qu'il y a moins de coupons. Et ça s'explique justement par une meilleure résilience des titres double B, qui se sont plus resserrés. Et ça, c'est assez récent. Les simple B se sont moins resserrés relativement au double B depuis le début de l'année. Et donc, on a aujourd'hui, on attend encore une fois une année de portage pour l'année à venir avec des resserrements plutôt, des écartements, s'il y avait des écartements plutôt limités. Merci. Vous représentez tous les deux belles maisons de gestion, que ce soit Ostrom, une filiale de Natixis ou Carmignac. Quelle est l'expertise et quelle est la philosophie de chacune de vos maisons sur ce métier, le crédit? Alors, Ostrom, vous l'avez dit, c'est un affilié du groupe Natixis Investment Manager. Donc, c'est la première société de gestion du groupe avec près de 400 milliards d'encours sous gestion. Donc, nous, notre rôle, en fait, ça va être de gérer des encours pour principalement des institutionnels, notamment des assureurs. Et donc, l'idée derrière ça, ça va être d'avoir une approche plutôt d'investissement sur le long terme. Donc, notre but, c'est d'avoir non pas les meilleurs rendements absolus possibles, mais plutôt des rendements ajustés par rapport au risque qui soient les plus intéressants. Donc, on va avoir finalement une approche assez prudente sur nos investissements obligataires. Ça n'empêche pas de faire de la performance, évidemment, mais on va plutôt avoir cette approche plutôt de long terme. Donc, l'idée étant de bien performer dans un degré de risque qui nous est attribué. Et Carmignac, 40 milliards d'actifs sous gestion, une société entièrement indépendante qui n'est pas adossée à un groupe bancaire. On propose des solutions par conséquent qui sont un peu différentes et qui vont s'éloigner des indicateurs de référence. Sur le crédit, on fait partie quand même des gros acteurs en France puisqu'on gère pas moins de 16,5 milliards aujourd'hui, donc pas loin de 50% de nos encours sous gestion. On a typiquement des fonds qui justement se différencient un petit peu, comme je disais tout à l'heure, des indicateurs de référence dans le sens où ils considèrent les classes d'actifs au sens très large du terme, c'est-à-dire on ne s'interdit pas d'investir dans toutes les géographies, on couvre uniquement le risque de devise de manière à avoir un portefeuille intégralement en euros. Et l'objectif, ça va être de conserver des bonnes qualités de crédit, en sens qu'on préfère rester justement soit sur le bas de l'investment grade, soit sur le très haut du high yield, mais tout en fournissant des rendements qui sont supérieurs justement à ce qu'on observe sur le haut rendement, et ceci grâce justement à la sélection d'obligations, donc tout l'alpha qu'on peut aller chercher dans la dispersion que l'on observe sur le marché. Donc garder une bonne qualité de crédit, mais aller chercher le plus d'anomalies de valorisation possible sur les marchés, tout en évitant bien sûr les incidents de crédit. Alors, vous avez très bien vendu le crédit. Maintenant, proposez-moi une solution en une minute chacun pour que je puisse investir sur le crédit. Oui, alors, la solution que nous, on met en avant en ce moment, c'est un fonds qui s'appelle Ostrom SRI Crossover. Alors, Crossover, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait la combinaison des marchés investment grade, donc des marchés, des entreprises bien notées, et du marché du high yield, en allant sélectionner en fait les triple B sur le marché investment grade, donc les émetteurs qui ont les meilleurs rendements du marché le plus sécurisé, et les obligations double B du marché du high yield, c'est-à-dire les obligations les moins risquées, les moins volatiles du marché le plus rémunérateur. Et donc, on pense qu'associer ces deux classes d'actifs, plutôt que les opposer, ça nous permet d'avoir un profil de rendement risque assez intéressant, puisque, à titre d'exemple, au cours des 3 dernières années, c'est un fonds qui affiche une performance nette annualisée de plus de 6% par an, le tout en ayant une volatilité annuelle autour des 1,5%. Donc, ça nous permet d'avoir un portefeuille assez équilibré finalement, en visant un profil rendement-risque qui nous semble assez attractif. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Carmignac Portfolio Crédit. C'est vraiment le vaisseau étendard côté crédit dans la gestion de Carmignac. C'est un fonds qui est un fonds ouvert qui a le mérite d'investir sur tous les segments du crédit, donc de considérer le maximum d'instruments possibles côté obligations d'entreprise. En ce sens, il peut investir sur des obligations financières, des obligations d'entreprise plus conventionnelles, sur du crédit structuré également, sur du crédit émergent avec une certaine limite, et ceci, bien sûr, voilà, toutes géographies confondues, en couvrant systématiquement le risque de change. C'est un fonds qui, à l'heure actuelle, a une notation moyenne triple B-, donc en territoire investment grade, qui propose un rendement embarqué de 5,7%, donc supérieur à du haut rendement.
Historiquement, c'est un fonds qui a très bien performé. Cette année encore, il a une performance de 6,3% depuis le début de l'année. Et annuellement, il a eu une performance de 5,8% depuis son lancement, ce qui est une performance qui est loin d'être banale, puisque c'est la performance long terme que l'on observe chaque année sur les marchés des actions européennes. Donc voilà, un profil de risque plutôt obligation d'entreprise pour une performance qui elle, est proche de certains on va dire, spectres des actions. Maintenant, je vous propose de passer aux questions de nos auditeurs. Merci. Alors, peut-être une première question. Quelle recommandation vous ferez entre des fonds obligataires datés et des fonds obligataires plus classiques? Moi, concrètement, je trouve que les fonds obligataires datés, c'est une stratégie d'allocation qui est toujours intéressante. En revanche, j'ai une petite préférence pour les fonds ouverts. Alors, je m'explique pourquoi. Je vais reciter encore une fois l'exemple du Liberation Day. C'est vrai que quand il y a des périodes de volatilité, en fait, les fonds ouverts vont avoir tendance à être plutôt agiles. Donc, ils vont pouvoir en fait se repositionner sur des opportunités de marché qui se présentent. Là où les fonds datés, finalement, c'est moins leur cœur de métier. Ça va être plus de porter les obligations à date. Donc, c'est vrai que les fonds plutôt ouverts sont plus pertinents, je pense, sur des périodes où il y a parfois de la volatilité. Si je peux me permettre un petit complément, c'est aussi au gré de l'investisseur. Le fonds obligataire daté a une principale qualité, c'est de pouvoir fixer un horizon temporel à un investisseur. Donc, j'imagine pour financer un projet, que ce soit une acquisition immobilière ou typiquement le financement d'études de ses enfants, c'est un super produit puisqu'il a généralement un profil de rendement risque qui est auto-amortissant, donc qui va diminuer au travers du temps. Ça permet de se projeter dans un projet financier, dans une optique, on va dire, de maximisation de son patrimoine. C'est vrai que le fonds ouvert a plus de potentiel sur le long terme, puisqu'il a le mérite généralement de garder un profil de rendement constant et un profil de risque constant au travers du temps. Merci. Alors, toujours sur les obligations d'entreprise, pouvez-vous commenter le risque de perte en capital lié à une hausse générale des taux et à l'inflation, et comment est-ce qu'on peut pallier à ce risque? Écoutez, la hausse des taux, finalement, elle est assez liée à la hausse de l'inflation, parce qu'on sait que quand l'inflation est de retour, la Banque centrale européenne a plutôt tendance à augmenter ses taux pour pallier à ça, même si on a vu parfois qu'elle n'était pas forcément, elle réagissait pas de manière extrêmement rapide parfois. Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand la Banque centrale augmente ses taux, évidemment, ça fait plutôt des moins-values pour les fonds obligataires à taux fixe. Et donc, c'est pour ça qu'avoir une gestion active, c'est aussi un des moteurs de performance primordial, puisqu'on va avoir la possibilité d'acheter ou des titres à taux variable ou de couvrir les investissements à taux fixe à travers des instruments dérivés, pour ceux qui connaissent les swaps notamment. Et donc, avoir une gestion active, ça permet plutôt de se prémunir contre ça. Après, c'est vrai que les supports qui ont des durations plutôt faibles, c'est le cas notamment du fonds crossover autour de 2 ans de duration, les supports qui ont des durations assez faibles permettent aussi naturellement de réduire le risque de taux, puisque finalement, même s'il y avait des hausses qu'on n'avait pas anticipées, ça permet finalement d'amortir la hausse des taux. Compte tenu, Gaël le mentionnait, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un coussin de rendement, de portage de coupons qui permet aussi d'amortir des hausses de taux qu'on n'avait pas en 2022. On se rappelle, en 2022, c'était des hausses de taux sur des taux négatifs. Donc finalement, on arrivait très vite en territoire négatif. Aujourd'hui, on a quand même du portage qui permet d'amortir finalement des potentielles hausses de taux. Au-delà de ça, on a également un autre phénomène qui pourrait impacter potentiellement sur la composante taux des obligations d'entreprise, c'est la dynamique d'endettement des États. On le sait, la courbe de taux n'est pas homogène, vous avez des différentes maturités. Et concrètement, le fait que le déficit des États augmente, ça peut peser sur les parties longues de courbe de taux, donc c'est-à-dire les obligations à 10 ans et plus. Et ça, les obligations d'entreprise pourraient potentiellement être heurtées justement par cette indiscipline fiscale des États. Par conséquent, c'est vrai qu'on aura souvent plus d'appétit pour aller chercher des obligations qui ont des maturités de 5 ans ou moins, ce qu'on trouve généralement assez facilement sur le marché de l'investment grade ou du high yield. On sera beaucoup plus précautionneux pour prêter à des entreprises sur du très long terme, puisqu'on peut trouver aussi dans l'investment grade des entreprises qui s'endettent avec des maturités très lointaines, de manière à ne pas être justement tributaire de cette indiscipline des États qui pourrait bien sûr faire augmenter les taux en dépit du fait que typiquement la Réserve fédérale soit en train de baisser son taux de dépôt. Merci. Alors si on revient sur les resserrements de spread que vous avez évoqués tout à l'heure, est-ce qu'ils vont plutôt se poursuivre dans la période à venir ou plutôt s'inverser selon vous? Alors c'est vrai qu'ils ont déjà commencé à s'inverser. Alors nous, c'est vrai qu'au cours de l'année, notamment sur nos stratégies à yield, on avait plutôt tendance à être assez défensif en termes d'exposition au risque de marché, puisqu'on avait augmenté finalement la qualité de crédit moyenne de nos portefeuilles parce qu'on trouvait que les notations inférieures étaient devenues trop chères par rapport au risque encouru, notamment les simples B. Et donc on a déjà eu en fait un écartement des simples B. Pour vous donner un exemple, le double B par rapport au simple B, quand on fait spread double B moins simple B, c'est historiquement autour des 200 à 250 points de base.
on avait touché 90 points de base avant le Liberation Day, donc on avait des spreads simple B qui étaient devenus beaucoup trop serrés. Aujourd'hui, on est revenu sur des moyennes historiques autour des 200 points de base. Donc aujourd'hui, c'est un peu moins, le marché est un peu moins cher qu'il ne l'était il y a un mois, il y a 2 mois. Voilà. Mais pour autant, on ne voit pas forcément d'écartement massif. Un écartement est possible, notamment dans le cas où il y aurait moins de flux sur la classe d'actifs. C'est vrai qu'on a parlé de plus de 30 milliards de flux sur l'investment grade et plus de 9 milliards sur le high yield. S'il y a moins de flux, évidemment, il est possible que les spreads se resserrent moins. Mais pour autant, on ne voit pas d'écartement massif sur la classe d'actifs au cours de l'année. Actuellement, on a justement ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire la marge de crédit qui est de 2,6% sur le high yield, c'est-à-dire on a 2,6% de rendement additionnel par an comparativement à une obligation allemande, ce qu'on appelle le taux sans risque. Historiquement, on a eu moins que ça, c'est arrivé en 2019, on avait 2,1%, donc on était 0,5% plus bas. Donc on pourra aller plus loin dans le resserrement. Je dirais qu'à l'heure actuelle, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas regarder juste le marché comme des indicateurs simples. On peut aller au-delà de ça et en fait, concrètement, il y a des sous-composantes dans le crédit qui continuent de rémunérer de manière bien supérieure à qualité de crédit égale. Je pense notamment au secteur de l'énergie, au secteur de la défense ou encore au secteur de la finance. Historiquement, c'est des secteurs qui sont moins plébiscités par les investisseurs, où on peut avoir des rendements qui sont additionnels, parfois même de l'ordre de 1% à qualité de crédit équivalente, ce qui prouve bien qu'on a encore de la place pour le resserrement dans certaines cohortes du crédit. Le tout est de savoir où allouer le capital de manière la plus efficiente possible. Merci. Est-ce que vous pourriez tous les deux, s'il vous plaît, réénoncer les noms de vos fonds plus lentement? Bien sûr. Alors, le fonds, c'est Ostrom SRI Crossover. Voilà. Et Carmignac Portfolio Crédit. Merci. Alors, peut-être plus une question pour Gaël. Quelle évolution prévoyez-vous en 2026 pour Carmignac Portfolio Crédit? Écoutez, à l'heure actuelle, je mentionnais tout à l'heure, on a un rendement embarqué dans le fonds qui est de 5,7%. Bien entendu, nous, on espère battre ce rendement si tout se passe bien. Comment on va faire cela? Bien, comme je disais tout à l'heure, en bénéficiant de la dispersion sur le marché, donc en allant chercher des obligations qui sont mal valorisées par les investisseurs, et derrière en bénéficiant du resserrement des marges de crédit sur ces obligations-là. Chaque jour, avec le volume d'émissions qu'on voit sur le marché primaire, on trouve sans cesse des nouveaux noms qui sont très intéressants et qui rémunèrent plus que la moyenne que l'on observe sur le marché. Donc on continue de bénéficier vraiment de ce flux-là qui nous permet de générer un alpha, encore cette année d'ailleurs. Et si jamais le scénario venait, on va dire, à se dégrader, on a déjà commencé à constituer des poches défensives dans le portefeuille, en achetant notamment des protections sur indice crédit, c'est-à-dire des crédits de default swap pour les plus techniciens d'entre nous. Ça nous permet, nous, de nous protéger contre des scénarios averses qui pourraient intervenir sur les marchés. On a également accru notre proportion de qualité investment grade en portefeuille. Et bien entendu, comme je disais tout à l'heure, il y a des facteurs techniques sur le marché qui font que le crédit est défensif à l'heure actuelle, que ce soit le niveau de taux de dépôt des banquiers centraux ou encore les flux qui se sont redirigés massivement vers le crédit, qui font tampon lorsqu'il y a des événements marchés, le Liberation Day en était un, mais la crise du budget que l'on a connue en France à la fin du mois d'août, début du mois de septembre en était un autre, où les obligations ont eu au final très peu de mouvements comparativement à des actions bancaires typiquement. Merci. Quel est l'intérêt dans une assurance vie Alta Profit de substituer des fonds euros qui délivrent 3% par an par des fonds obligataires qui délivrent de 3 à 5% avec des frais de 1% et des risques avec des sociétés catégorie B? Je peux démarrer. Écoutez, en effet, c'est vrai que le fonds en euros s'est fortement apprécié au fil des dernières années. J'ai envie de dire que la trajectoire justement des banquiers centraux n'y est pas pour rien. En effet, le fait qu'ils aient massivement augmenté leur taux de dépôt a permis justement à ces fonds en euros de reconstituer quelque part un coussin d'obligations avec des rendements attractifs. Bon, vu la trajectoire des banquiers centraux, il y a fort à parier en effet que ces actifs-là vont rémunérer de moins en moins au fil du temps. C'est logique, c'est une causalité, de la même manière que le monétaire rémunère de moins en moins. Le crédit, on arrive toujours justement à conserver des rendements qui sont attractifs. On cherche bien sûr des obligations qui présentent un risque par conséquent. C'est à nous d'évaluer justement ce risque-là. Je dirais que le rendement, en effet, quand on l'annonce, il est brut de frais. Donc c'est une juste remarque de dire qu'en effet, il faut déduire de cela les frais de gestion. Après, l'objectif d'un gérant actif, c'est toujours d'aller sélectionner des obligations qui sont prometteuses et d'aller essayer justement de battre les rendements qui sont annoncés. Et en ce sens, il me semble qu'une performance nette de frais, typiquement cette année, supérieure à 6%, c'est, je pense, un bon moteur qu'on peut rajouter dans un portefeuille d'assurance vie sans pour autant hypothéquer un fonds en euros. L'objectif, c'est plutôt de construire un second coussin de performance avant éventuellement de rajouter des actions dessus.
Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que les fonds sont plutôt de la diversification par rapport à un fonds euro. Et c'est vrai que l'autre point qui est assez important de mentionner, c'est que on disait les taux de rendement actuariels, ce n'est pas forcément la performance. On peut rappeler notamment que l'année dernière ou même l'année d'avant, l'investment grade qui était annoncé à des taux de rendement de 4% a fait 8%. Le high qui était annoncé à 5% a fait un peu plus de 10%, quasiment 12%. Donc c'est vrai que parfois, les taux de rendement actuariels ne sont pas forcément la performance. Et donc ça permet aussi parfois, quand on vient se positionner sur des fonds obligataires, de viser encore une fois des performances supplémentaires que ce qui est annoncé en termes de taux de rendement. Et encore une fois, c'est une très bonne diversification, un complément dans une allocation en fonds. Merci beaucoup. Concernant vos deux fonds, y a-t-il une durée de blocage? Et si oui, et combien de temps, s'il vous plaît? Alors, aucune durée de blocage sur le fonds Ostrom SRI Crossover, qui est un fonds ouvert sur lequel on peut entrer et sortir comme on le souhaite, avec un délai de règlement de livraison J+2, c'est-à-dire que dès qu'on passe son ordre, on a son cash 2 jours après sur son compte. Voilà, donc aucun mécanisme qui empêche la sortie de la souscription. Même mécanisme, aucune pénalité surtout. Ça ne coûtera rien, même si vous restez une journée investi dans le fonds. Bien sûr, on conseille d'être investi plus longtemps pour pouvoir bénéficier de ces marchés du crédit. Mais en effet, c'est des fonds qui sont totalement liquides et accessibles sur une base quotidienne à tout investisseur. Justement, ce serait peut-être intéressant. Vous conseillez quelle durée à peu près pour rester sur vos fonds? Alors, sur le fonds Ostrom SRI Crossover, c'est un fonds qui a une duration de 2 ans, donc avec un horizon de placement recommandé qui est plutôt entre 2 et 3 ans. Donc, on va plutôt conseiller cet horizon d'investissement-là, puisque ça permet encore une fois sur 2 ans, sur 2-3 ans, quand on regarde notamment les performances historiques, quand on reste sur cet horizon de temps, même quand il y a de la volatilité, généralement, ça se passe plutôt bien. Écoutez, la durée d'investissement recommandée, d'après notre prospectus, c'est de 3 ans. C'est pour le côté, on va dire, légal de l'exercice. Après, on a des clients qui sont investis depuis le lancement du fonds en juillet 2017 et qui sont très contents. Comme je disais, avec une performance qui est proche de celle des actions européennes, on peut tout à fait se projeter avec un fonds comme ça au travers du cycle. Et j'ai envie de dire, sinon, c'est aux investisseurs d'allouer leur capital de manière la plus opportune possible. Bien entendu, en sortie de crise, parfois les actions peuvent représenter une alternative qui est très intéressante. Quand les valorisations sont un peu tendues sur les marchés actions comme à l'heure actuelle, où on se pose des questions notamment sur les valorisations des hyperscalers aux US et même de certains, je pense, pendant de la cote en Europe, eh bien là, dans ce cas-là, le crédit peut éventuellement être une alternative tout à fait pertinente. Merci. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Maxime, je te laisse conclure. Merci à toutes et à tous pour votre participation et vos questions. Un grand merci également à nos deux experts d'aujourd'hui, Kemal Omanovic d'Ostrom Asset Management et Gaël Moreau de Carmignac pour leur clarté et leurs explications sur le marché du crédit. Et j'espère que vous avez appris autant que moi lors de cet échange. Nous espérons vous revoir très bientôt pour un nouveau webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller et je vous dis bonne soirée et à très bientôt.